Interrogé sur l'autodétermination, je propose pour les curieux et curieuses deux notions avec les classes d'artefacts et l'inconsistance du jugement, respectivement chez Michaeli et Saati, en vue de transmettre ce que je conçois comme l'autodétermination, la souveraineté. Si cette réponse a d'abord été écrite pour des pairs, probablement universitaires, bien que je ne leur ai pas demandé, j'espère qu'elle complétera le cheminement de toute personne curieuse sur le sujet avec des exemples et des références variées et actuelles. L'autodétermination réside, selon moi, dans la lutte individuelle comme collective en ce qu'elle conçoit pour la réalisation de ses intentions dans sa souveraineté. Voici ce qui me pousse à le penser. Vous qui vous interrogez sur la question de l'autodétermination, je peux peut-être vous apporter deux angles originaux. Probablement pourrez-vous, en conclusion, les lier au concept de souveraineté, mais n'hésitez pas à répondre d'une thèse différente. Sans doute y aura-t-il des concepts bien éloignés de votre discipline d'origine ou de votre vocabulaire habituel, en vous mentionnant la théorie de la conception, l'artificialisme. Je suis ingénieur, concepteur et pour longtemps, mais dans mon champ de recherche, je suis aussi chercheur, j'ai traité de différentes classes d'artefacts et leur classification peut, il me semble, vous avancer. Chez Michaeli, on distingue des artefacts dont le concepteur a la maîtrise, qu'il peut déterminer et pour lesquels il porte une intention effective, c'est-à-dire que l'artefact réalise la fonction attendue. La classe A, et d'autres, sur lesquels lui, pas plus qu'un autre, n'a d'emprise totale, ou pas nécessairement d'intention effective sur ses fonctions. C'est la classe dite N. L'auteur choisit pour distinguer les nuances au sein de A, si ma mémoire est bonne, l'exemple de cet artefact singulier qu'est le langage. Je ne dispose plus de l'ouvrage, c'est en référence. Mais voici un développement sur cette idée. Je pourrais, si le loisir m'en prend, inventer, concevoir un mot. Disons clistiviant, avec une définition en dérivant des règles grammaticales de la langue d'emploi, clistiviant, du verbe clistivier. Pour autant, si j'apostrophais un individu dans le métro, ainsi, monsieur, je vous prie d'en finir avec vos propos clistiviants envers cette dame. Ce serait tout à fait improductif. Il ne remplirait pas la fonction que je souhaite lui faire porter. Il ne porterait pas l'intention que j'avais pour lui. Le sens d'un mot est produit chez son récepteur, pas son émetteur. Et je ne peux pas transmettre un sens que j'ai défini individuellement. Il faut un sens partagé, un sens construit dans l'histoire par une population qui le partage. Et parfois le bataille. Antisioniste, démocratique, pour jouer avec l'actualité. Mais au sein des langages, je peux tout à fait produire un langage chargé d'instructions et propre à réaliser une intention que j'aurai pour lui. Je peux en produire une description et même partager ce langage grâce à d'autres. Le langage informatique se presse pour être cité. La production de cet artefact, langage, découle pourtant d'une phylogénèse technique que le concepteur est incapable de maîtriser s'agissant d'antériorité. Phylogénèse, ce qui va donner naissance à une technique. Sur le sujet du langage, nous pourrions ouvrir un autre développement sur la langue française et ses institutions, les rôles de régulateur social dans la conception de son orthographe pour un groupe donné, la compréhension de ce rôle par d'autres qui lui sont opposés, et l'incapacité de ce second groupe à produire sur l'artefact visé, l'orthographe, une contre-intention effective par attachement à l'artefact du premier groupe. Ça, je mets deux éléments en complément, la faute de l'orthographe et la vérité sur l'Académie française.
S'il fallait lier le sujet au mouvement social actuel, Monsieur de Legendre, sur la police et sa fonction effective pourrait également nourrir le propos en ceci que, selon lui, les intentions prêtées à la police sont diverses, un souhait de sécurité traduit de diverses façons, et qu'en termes de fonction réelle, celle-ci serait d'éliminer les groupes sociaux. Là de même, je mets l'interview, la police ne sert pas d'abord à appliquer la loi, mais à éliminer des groupes sociaux. Alors, également un document complémentaire sur l'autodétermination avec la galerie. Nous pourrions également inviter la fin de l'Holocène sur le sujet et discuter de la correspondance entre nos intentions de bénéficier d'un écosystème stable et les intentions et artefacts contradictoires à cela. Une question d'autotermination, pour le coup. L'inconsistance de l'action humaine dans l'artificialisation de son environnement pour répondre à ses besoins reste assez fascinante. Et nous pourrions trouver des références nous invitant à penser que les formes prises par l'énergie ont déterminé l'humain plus qu'autre chose. Pas l'humain qui détermine, mais qu'il est déterminé. De mémoire, je dirais Jean-Baptiste Tressos, mais sans souvenir d'une source particulière. Désolé. Je prends si c'est en commentaire. Nous pourrions en cette occasion discuter la possibilité, par exemple pour une nation comme l'Australie, de suivre une autre trajectoire que celle de l'exploitation du charbon sous ses pieds malgré leur tour de flamme consécutif. Mais pour clore cet axe et faire la transition avec l'inconsistance, je crois que, comme pour le langage, les communs, les groupes, les institutions, les normes sociales sont des artefacts spécifiques sur lesquels pas même les individus qui les composent, qui les emploient, qui les pensent et qui tentent de leur faire prendre corps, n'ont de prise totale dans leur détermination et dans la correspondance entre les intentions pour l'artefact et les fonctions de service réelles de celui-ci. Alors, à contre-courant du déterminisme physique, biologique et social, qui poserait comme illusoire toute capacité d'autodétermination de l'humain, j'ai également dans mes travaux rencontré la problématique de l'inconsistance du jugement humain, à l'occasion de mon usage des travaux de Saati et ses matrices de comparaison par paire. Faisons donc un petit tour par les mathématiques. Lors de l'établissement des préférences avec le procédé de hiérarchisation analytique, et AHP Analytic Hierarchy Process, il est observable que les ratios de préférence, A sur M et M sur A, c'est-à-dire la préférence de A par rapport à M et de M par rapport à A, ne sont pas systématiquement d'exacts inverses lors des recueils de ceux-ci. Si c'est trop complexe, je mets un lien vers plus d'explications. La matrice est inconsistante, non diagonalisable. Il n'y a pas d'unique solution au système d'équations qu'elle représente. Aussi, selon le vecteur choisi, soit au sein de cette matrice ou par des opérations mathématiques sur celle-ci, ce vecteur, cette hiérarchie de valeurs, choisi comme expression de la préférence, pour des calculs, pour des décisions, est un agrégat, une réduction partielle et partielle. Il ne s'agit déjà plus du système de préférence exprimé par comparaison des paires, c'est-à-dire dans le seuil de nos capacités cognitives. Cette notion d'indétermination du système de valeurs chez un être humain, donc de l'inconsistance de son jugement, qui, au passage, chez l'auteur, est une source de créativité, induisant la capacité de créer de nouvelles dimensions visant à corriger des inconsistances dans cette matrice de jugement. Cette indétermination, donc, m'est d'abord apparue comme une source d'autodétermination. Inconsciente pour partie, peut-être, mais émanant du sujet. La résolution d'indétermination peut suivre des biais heuristiques préétablis. L'arbitrage des valeurs peut également conduire à un raisonnement par le ou les sujets en vue d'établir soit une norme de valeur partagée, soit
la discussion de nouvelles dimensions propres à perturber ou accroître la consistance du système de valeurs. Évidemment, les issues de l'inconsistance du jugement et de son traitement n'échappent pas à l'historicité, aux contraintes physiques, etc. Elles portent donc également en elles du déterminisme. Toutefois, cette petite incursion d'indétermination souligne un caractère chaotique, non déterminé, en tout cas dans la limite de nos connaissances, dans ce qui est conçu, c'est-à-dire l'artefact, par l'humain. Donc une forme d'autodétermination. En conclusion, et que cela serve aux grévistes, à mes coopérateurs et coopératrices au sein de la SCOP, à un groupe vieux de 10 ans sur les communs environnantes, à une chercheuse doctorante sans salaire, usant son clavier collé à son tapuscrit, ou au hasard un groupe vêtu de jaune qui m'est cher et qui, je crois, pour partie a déjà compris la leçon de ce billet avant son écriture. Donc ces deux axes de réflexion m'ont jusqu'ici amené, dans la veine d'une rationalité limitée, amené à considérer une autodétermination limitée, partielle, inconsistante, soumise à l'histoire comme aux contraintes physiques, biologiques et sociales. Bref, conscient de toutes les limites à notre capacité d'autodétermination, j'ai alors considéré qu'il est majeur, pour que la détermination n'émane pas d'autrui, mais du sujet, qu'elle soit autodétermination, d'insister sur l'intention et la quête d'une correspondance entre nos intentions et les artefacts censés les servir. Cette insistance sur l'intention et toute l'autodétermination que j'ai pu trouver pour peu qu'elle existe. L'autodétermination, je crois bien que chacune d'entre nous l'a en elle, en lui, quand il lutte, individuellement ou collectivement, pour sa souveraineté. Voilà. Merci.